bonjour. On est de nouveau sur la scène. Philippe se rend compte. Venez ici à la lumière, vous allez voir. On est nous sur la scène et puis ça va être génial parce qu'en plus, Olivier est là. Salut Olivier. Salut, ça va Pépé? Je suis en pleine forme. On vient avec toi dans 3 secondes parce que c'est un grand moment quand même, un très grand moment. On a l'honneur de présenter notre parrain exceptionnel et invité. Cette année, on a eu la chance de rencontrer, il y a quelques mois, Eric Serra, que je pense vous connaissez tous pour toutes les musiques de films qu'il a composées, notamment avec Luc Besson, et dont vous allez parler juste après. Et Eric, on l'a rencontré à 2 titres. Notre salon, comme vous le savez, donc rajoutait la musique et les instruments de musique, et il nous paraissait tout à fait intéressant d'avoir un parrain qui soit musicien, et là on parle d'un très grand musicien, mais surtout en plus on a découvert les très techniques. Enfin, Eric est un passionné de technologie et notamment des technologies que nous présentons dans ce salon, et là c'était encore plus évident ce mariage pour ce salon. Eric est passionné, il a un studio Dolby Atmos chez lui, dans son propre studio, et il a commencé à mixer en Atmos les musiques qu'il a composées dans le passé. Et donc, vous le savez peut-être, ou vous l'avez peut-être fait l'expérience, dans le salon, au niveau 2, on a une salle d'expérience Dolby Atmos mixée par Eric Serra du Grand Bleu. C'est une expérience exceptionnelle. Malheureusement, c'est plein, mais si vous voulez vous présenter, il y a parfois des places qui sont libres et vous pouvez quand même y assister. Et donc, Eric nous a fait ce plaisir de partager l'événement comme parrain exceptionnel. Il nous représente la musique, il représente la technologie. Il nous offre aussi cette expérience Dolby Atmos. Et ce soir, en plus, il nous a fait l'énorme plaisir il y a quelques jours d'annoncer qu'il ferait en plus un concert où j'espère que vous êtes présents également, si vous êtes inscrits. Donc voilà, je vous demande d'applaudir Eric Serra et merci encore. Merci Philippe. Bonjour. Welcome on stage. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, bonjour. Messieurs, bonjour. Eric, bonjour. Installez-vous. Prenez place ici. Eric, je vais te mettre plutôt, voilà, comme ça, plus près d'Eric. Parce que l'interview va être hybride. Ça va être hybride, Eric. Ça va être une interview, on va parler de votre carrière, tout ce que vous avez fait, les musiques qui ont percé une partie de ma life, et je suis très heureux. Et moi, je vais vous poser également des questions sur la technique, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la technique et le Dolby Atmos. Mais je vais laisser Olivier attaquer. Okay. Eh ben, on va commencer avec une petite exclue, parce que figurez-vous qu'on a une nouvelle qui devrait ravir les fans d'Eric et de bon son. Figurez-vous qu'il y a le concert à 18h, comme l'a rappelé Philippe, ça, j'espère que vous viendrez nombreux. Concert plutôt jazz, assez pointu. Mais là, il s'agit d'une tournée Eric Serra qui va débarrer en novembre 2025. Ça sera à l'Accor Arena à Paris fin novembre. En Europe en 2026. Alors c'est un concert best-of. Alors là, vous aurez toutes les BO, les plus connus, d'autres moins connus, un orchestre symphonique, le groupe d'Eric bien sûr, des invités qui chantent, il y aura la Diva Dance, It's Only Mystery, beaucoup d'autres surprises aussi, on n'en dit pas plus, mais en tout cas, soyez au rendez-vous en novembre 2025, ça se passera en France, à Paris à l'Accor Arena, Eric Serra en concert. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est énorme. J'étais même pas au courant, dis donc. Ça, c'est un scoop. Tu vois? Oui, non, effectivement, en fait, c'est la première divulgation de ce projet à l'instant même, puisque c'est vraiment tout récent, c'est pour l'instant embryonnaire, donc je peux pas vous en dire grand-chose, mais on va essayer de faire quelque chose de bien, ouais. Alors pour commencer, on va remonter dans le temps, donc plus de 40 ans de carrière, presque 50 si on compte vos débuts comme musicien professionnel. Et oui, je sais, c'est pas mal. Salaud. Votre première grande BO, si on peut dire, c'était Le Dernier Combat en 83. La dernière, c'était Le Salaire de la Peur en 2024. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans votre façon de composer pour le cinéma entre ce premier long métrage et 2024 aujourd'hui? Oh là, beaucoup de choses ont changé, parce que déjà... moi-même, j'ai beaucoup changé puisque je suis passé de 20 ans à 60. Donc, j'ai beaucoup changé. Ma culture musicale a beaucoup changé. Mes goûts ont beaucoup changé. Donc, tout ça fait que ça change beaucoup de choses. Les méthodes de travail aussi, parce que moi, j'ai jamais voulu faire de la musique de film. C'est venu un peu par hasard, parce que Luc Besson... Quand on s'est rencontré avec Luc, on avait 17 ans, je crois, et sachant qu'on a le même âge. Et
quand il a fait son... Moi, j'étais déjà musicien professionnel, mais j'étais instrumentiste. Et Luc, peu de temps après ça, a fait son premier court-métrage et il m'a demandé de composer la musique. Ma première réaction, ça a été de lui dire non, je ne suis pas compositeur, je suis juste musicien. Mais il a insisté, lui, il était persuadé que j'étais compositeur. Donc, je ne sais pas où il avait senti ça, mais il a insisté et j'ai fini par dire oui et je vais essayer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et il m'a redemandé la même chose pour son premier long métrage qui était donc Le Dernier Combat. Et ensuite, le deuxième, c'était Subway qui a fait un gros succès, même la musique a fait un gros succès. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé compositeur de musique de film. Mais ce n'était pas du tout prévu, ce qui fait que je n'avais aucune... je savais pas du tout comment il fallait faire, quoi. J'avais aucune connaissance là-dedans particulière. Je m'intéressais pas particulièrement à la musique de film en général. Donc je connaissais, comme tout le monde à l'époque, Ennio Morricone, mais c'était à peu près tout, ça s'arrêtait là. Et du coup, j'ai découvert petit à petit les spécificités techniques de la musique de film et j'ai appris à les gérer au fur et à mesure. Donc ça, c'est déjà une première grosse différence entre mes premières BO et les dernières, puisque depuis, j'ai eu certaines expériences. Mais il y a aussi, surtout, évidemment, le côté technologique. À l'époque de mes toutes premières BO, l'enregistrement numérique n'existait pas. On enregistrait encore sur des bandes, des grosses bandes comme ça, la 24 pistes. Voilà. Il n'y avait pas non plus les moyens de synchronisation entre le son et l'image étaient encore assez archaïques. C'était ça d'ailleurs les problèmes principaux qu'on avait à l'époque, c'était des histoires de synchro. Il y avait des machines externes entre le magnétophone, le magnétoscope qui lisait la vidéo. C'était une usine à gaz, c'était très lourd, ça marchait très mal. Enfin, c'est-à-dire, je me souviens quand on faisait record, il se passait 20 secondes avant qu'on devait attendre le petit voyant lock qui s'allume. Et enfin bref, alors qu'aujourd'hui, tout est dans un ordi, c'est instantané, on ne se pose plus jamais la question, on n'a plus jamais de problème de synchro, quoi. À l'époque, c'était insupportable. Donc ça aussi, puis tout simplement les ordinateurs, à l'époque, on enregistrait réellement tout. Aujourd'hui, moi, je programme pas mal de choses. Alors, je joue aussi pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses que je programme et je n'ai même plus besoin de les enregistrer, quoi. C'est-à-dire que jusqu'au moment du mixage, c'est programmé, c'est pas enregistré. Donc tout ça, enfin bref, ça a changé énormément de choses. J'aurais pas pu, par exemple, pardon. Je vous en prie. J'aurais pas pu, moi qui suis 100% autodidacte, j'aurais jamais pu écrire de musique symphonique sans les ordinateurs, parce que étant autodidacte, moi j'ai besoin d'entendre ce qui se passe, sinon je sais pas, je suis incapable d'écrire juste sur papier et de me dire oh ouais, ça va bien sonner. Non, ça pour ça il faut avoir une énorme éducation musicale que je n'ai pas. Et du coup, moi j'écris réellement tout le score symphonique, mais je peux le faire parce que les ordinateurs me permettent d'enregistrer tout instrument par instrument. J'enregistre toutes les parties de violon, de hautbois, de basson, de contrebasse, de tout ce que vous voulez. Et j'écoute mes synthés qui jouent toutes ces parties-là, je fais mes modifs, etc., jusqu'à ce que je sois content du résultat. Et ensuite, j'imprime tout ça, et là, j'enregistre avec un orchestre symphonique. Mais je suis obligé, j'ai besoin de passer par cette phase-là. Donc, sans les ordi, à l'époque, j'aurais pas pu tout simplement écrire des trucs symphoniques. Voilà. C'est dingue, mais moi, la question que j'ai depuis que je vous écoute tout à l'heure, vous dites, voilà, au début, je n'étais pas prédestiné à faire de la musique de film. Mais ma question, là, je me pose de béotien, est-ce qu'à la base, vous étiez déjà un fan de cinéma au point de pouvoir épouser ce que vous demandez, Luc Besson? C'est-à-dire qu'il y a quand même une symbiose entre l'image et votre création. Est-ce que déjà le cinéma vous est vibré déjà en tant qu'individu? Oui, mais comme tout le monde, c'est-à-dire pas plus que n'importe qui. J'étais pas particulièrement cinéphile. J'aime bien le cinéma. Je suis toujours pas cinéphile d'ailleurs. Hein. Je vais très rarement au cinéma, mais j'adore ça. C'est-à-dire que les rares fois où j'y vais, en général, je suis très bon public et je suis assez facile
à contenter, mais je sais pas, j'ai pas le réflexe d'aller au cinéma. Il y a un truc qui me gêne en fait, c'est un truc d'hyperactif, j'imagine. C'est l'idée d'aller m'asseoir dans une salle pendant 2 heures à rien faire. Ça me, ça me dérange, ça me fait culpabiliser, quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est pour ça que je vais pas très souvent au cinéma. Donc je ne suis pas très cinéphile. Non, à l'époque, en fait, je pense que ce qui a fait le binôme Luc et moi, ce qui fait que ça a duré, je pense que c'est tout simplement parce que quand un réalisateur et un compositeur se parlent, c'est comme si un martien parlait avec un plutonien, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas grand-chose à voir. On est deux extraterrestres, pas de la même planète. Et parce que la musique, il n'y a pas plus abstrait que la musique, à part pour les musiciens. C'est très mystérieux, la musique. Donc Luc, qui n'est pas musicien, il ne sait pas comment expliquer les choses. Donc à chaque fois qu'on se parle de ce qu'il veut dans un film, on parle que en termes de sentiments, d'émotions, donc des choses on ne peut plus abstraites, donc grosse source de malentendus possible quand même. C'est vrai, c'est pas des trucs, c'est pas des mathématiques, quoi. Et du coup, quand on a la chance de se rendre compte que finalement, on s'est super bien compris, c'est-à-dire que moi j'ai compris ce qu'il voulait et j'ai réussi à lui traduire ça en musique et lui est content du résultat, en fait c'est assez miraculeux. C'est aussi miraculeux qu'un coup de foudre entre un homme et une femme, je pense. Et je pense que c'est ce qui fait tous les binômes comme ça, que ce soit Luc et moi, ou Morricone avec Sergio Leone, ou John Williams, Spielberg, enfin il y en a plein. Hein, je pense que si vous posez la question à ces gens-là, et ça va être la même réponse, j'imagine, c'est qu'on a la chance de se comprendre sur des trucs ultra abstraits, donc pourquoi arrêter? C'est une question de sensibilité commune, je pense. 17 films en commun en comptant le court-métrage entre vous et Luc. Alors effectivement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de binômes comme ça entre des musiciens et des réalisateurs. Il y a aussi Danny Elfman et Tim Burton. Vous citiez Morricone et Leone. Un truc qui était assez intéressant, c'est que Ennio Morricone racontait qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises d'avoir écrit la musique avant et le réalisateur la faisait jouer pendant les scènes pour donner une ambiance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, que ça soit avec Luc ou avec d'autres, d'avoir composé la musique avant de voir le film et de l'utiliser pendant le tournage? Non, alors ça m'est arrivé très rarement sur des morceaux, quelques morceaux, comme évidemment les 2 chansons qu'on voit dans Subway, puisqu'on nous voit en train de les jouer, donc il fallait bien que je les ai écrites avant le tournage. La scène de la diva dans le 5e élément, ça aussi. La scène de Ruby Rhod aussi dans le 5e élément, là, le DJ. C'est à peu près tout. Et dans Le Grand Bleu, parce que Luc m'a toujours demandé ça, il aimerait avoir des musiques avant, pour le tournage, pas pour les jouer aux acteurs, mais pour lui. À l'époque, il aimait bien travailler, pour ceux qui sont suffisamment anciens pour connaître, avec un Walkman. C'est l'ancêtre de l'iPod et des trucs qu'on se met dans les oreilles là, pour écouter de la musique. Et Luc aimait bien, à l'époque, il travaillait toujours avec ça sur les oreilles. Et donc, il me demandait souvent, il aurait aimé avoir des musiques du film qu'il était en train de tourner. Mais je dois dire que je l'ai rarement exaucé. La seule fois où je l'ai fait, à part les 2-3 scènes que je viens de citer, c'était pour Le Grand Bleu, où j'avais composé, avant le film, j'avais composé la scène du Pérou, le thème du Pérou, le thème de... Je sais plus si... Je crois le truc là, Let Them Try, qui fait... Ce truc-là, il me semble que j'avais fait avant. Et la chanson aussi du générique de fin, My Lady Blue, que je n'avais pas terminé, mais qui était déjà bien avancé. Donc il avait ces 3 trucs-là sur le tournage. Mais sinon, moi, j'aime bien, au contraire,
travailler vraiment à l'image. Avant d'avoir l'image, je réfléchis, je cherche des idées, je cherche un univers sonore, etc. Mais je ne travaille pas concrètement, quoi. J'écris pas de musique. J'aime bien faire ça vraiment direct sur les images, comme un tailleur, au lieu d'être... Je ne fais pas du prêt-à-porter, quoi. Je fais sur mesure. D'où l'osmose. Parce qu'encore heureux qu'il y ait une osmose, vu que je travaille précisément à l'image. Alors, vous avez travaillé sur quelques grosses productions hollywoodiennes, GoldenEye de James Bond bien sûr, le remake de Rollerball. C'est quoi les contraintes quand on est dans ce genre d'énormes machines où j'imagine que c'est forcément un petit peu plus, comment dire, il y a plus de contraintes que quand on travaille avec son pote Luc depuis des années. Non, il n'y a pas énormément plus de contraintes. Non, je ne trouve pas qu'il y ait plus de contraintes, si ce n'est que c'est administrativement plus lourd, plus parce que dans les quelques films américains sur lesquels j'ai travaillé, c'était des grosses prods effectivement, et c'était donc des grosses boîtes de prod style MGM. Et tous les employés de ces boîtes-là, ils sont terrorisés, ils ont tous peur de se faire virer à chaque seconde. Du coup, ils sont toujours stressés, donc ils vous transmettent leur stress, etc. Mais c'est pas très différent. Ici, c'est un peu la même chose. C'est peut-être c'est à une autre échelle, mais ça existe aussi. Donc, pour moi, ça faisait pas une différence énorme de méthode. En plus de ça, j'ai eu la chance que quand j'ai fait ces films-là, on ne m'avait pas appelé par hasard. C'est-à-dire qu'ils m'avaient appelé parce qu'ils étaient fans et du coup, ils avaient confiance totale. À la limite, j'étais beaucoup plus libre que quand je travaillais avec Luc. Parce que Luc est très précis, il sait ce qu'il veut ressentir. Eux, c'était carte blanche absolue. Ce qui était d'ailleurs pas forcément agréable. C'était un peu déroutant pour moi parce que quand j'ai fait GoldenEye notamment, il m'avait donné tellement carte blanche que au bout de quelques semaines de travail, j'avais écrit les 15 premières minutes du film. Et j'estimais qu'il y avait à peu près toute la palette du film. C'est-à-dire il y avait une scène d'action, une scène de suspense, une scène romantique. Et donc je m'étais dit, bon là j'ai à peu près toute la palette, je vais quand même leur demander leur avis. Parce que s'il y a un problème, autant le savoir tout de suite et pas une fois que tout est terminé. Je les ai fait venir parce que moi je travaillais dans mon studio à Paris et eux étaient en post-prod à Londres. Donc j'ai fait venir, il y avait les deux producteurs historiques, Barbara Broccoli et Michael Wilson, le réalisateur, Martin Campbell, et le monteur, je ne sais plus comment il s'appelait, le monteur historique de James Bond aussi, le vieux mec qui avait fait le montage des 15 derniers James Bond. Et je les fais venir à mon studio, je les installe devant la console comme ça, donc avec l'écran devant eux, et moi j'étais derrière eux. Et je leur envoie les 15 premières minutes du film avec la musique. Et pendant les 15 minutes, alors il y avait les deux producteurs, ils étaient sages, et ils regardaient attentivement, et ils écoutaient attentivement. Le réal et le monteur qui étaient côte à côte, toutes les 3 secondes, c'était genre... Look at this one, look at this one. Ils étaient en train de prendre un grand plaisir à admirer leurs talents respectifs. Donc ils parlaient que de l'image et du montage. Et bref, à la fin des 15 minutes, j'arrête, donc ça y est, j'arrête le truc. Et là, ils se retournent et me disent « Great, Eric, keep going this way, we love it ». Et hop, ils sont partis. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient aucun jugement, quoi. Ils avaient 100% confiance et ils étaient venus pour me faire plaisir, mais ils savaient d'avance que ça leur plaisait, quoi. Enfin, c'est en tout cas l'impression que j'avais. Donc, et du coup, pour moi, c'était à la fois flatteur, évidemment, mais c'était un peu déroutant, quoi, parce que j'avais un James Bond à la maison et je faisais ce que je voulais avec, mais bref, c'était un peu curieux, quoi. Tu as des questions à poser encore sur la partie artistique, parce que moi, après, je vais vous embrayer directement sur la partie technique. Vas-y, fais un petit... Parce que le truc qui me passionne, c'est d'avoir dit, vous venez ici pour présenter
une de vos œuvres, avec un son Dolby Atmos. Ça, c'est un truc qui me passionne parce que là, devant moi, la personne, d'abord, vous allez confirmer ce que je vais vous dire, c'est vous qui avez travaillé votre œuvre pour, entre guillemets, la mixer en Dolby Atmos. Vous avez fait appel à quelqu'un, à Guillaume Tell, ou Guillaume Tell, ou à des techniciens pour le faire avec vous, ou est-ce que c'est vous qui avez pris en charge le dossier de moi, je vais faire du Dolby Atmos, et pourquoi vous l'avez fait, surtout, Eric? C'est ça qui m'intéresse. Alors, l'Atmos, il y a une chose qu'il faut savoir, parce que je sais que tout le monde ne le sait pas forcément, mais l'Atmos dont on parle beaucoup depuis 2-3 ans là, avec Apple, Dolby Spatial Atmos, Audio. Atmos Music, etc., au cinéma, ça fait 15 ans qu'on l'utilise. Oui, peut-être un poil moins. Ça va faire 10 de façon un peu générique. Bah, je sais que nous, le premier film qu'on a mixé en Atmos avec Luc, c'était Lucie, et c'était en 2014, donc ça fait 10 ans. Et on n'était pas les premiers au monde, donc en gros, ça doit faire pas loin de 15 ans que ça existe. Donc, moi, je connaissais évidemment l'Atmos, et quand Dolby a fait c'est Apple Music qui a fait une espèce de campagne de propagande il y a 3 ans à peu près pour l'Atmos Music. Ils ont fait donc une grosse campagne de propagande auprès de toutes les maisons de disques du monde pour convaincre les artistes de remixer leurs œuvres les plus marquantes en Atmos pour avoir, eux, du contenu sur Apple Music. C'était parce que sinon, ils étaient en train de se faire... ils n'arrivaient pas à lutter avec Spotify et ces gens-là. Donc, ils ont trouvé cette idée. Eux avaient l'exclusivité de l'Atmos. Et moi, ça m'a fait marrer parce que suite à ça, les maisons de disques donc, ont contacté leurs artistes et ils organisaient, enfin Dolby en partenariat avec eux, organisait des séances d'écoute Atmos dans les quelques rares studios qui étaient déjà équipés à Paris pour convaincre les artistes. Et moi, ça me faisait marrer parce que je voyais pas... Enfin déjà, parce que moi, j'étais convaincu depuis longtemps puisque je connaissais l'Atmos. Et je ne voyais pas pourquoi un artiste ne serait pas convaincu. Parce que ça sonne, c'est génial l'Atmos. C'est de la 3D, on passe de 2D à 3D. Donc je ne vois pas pourquoi un artiste n'aimerait pas ça. Or, les maisons de disques ne se rendaient pas bien compte. Donc elles pensaient que ça allait pas être simple de convaincre les artistes. Bon, bref. Donc je suis allé quand même à leur séance de démo, là, parce que ça m'intriguait quand même. Toute cette attitude-là. Et bon, ça a juste confirmé ce que je connaissais déjà, que c'était génial et tout. Et suite à ça, moi, je me suis fait installer l'Atmos dans mon studio. Donc, plutôt que d'aller mixer ça ailleurs, vu que j'ai Parce que Guillaume Tell, c'est peut-être chez Guillaume Tell que vous êtes allé pour les démos Dolby, je pense. Voilà, ouais, c'était Guillaume Tell qui avait le deal avec Atmos. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas invité que vous, ils ont invité toute la presse européenne. Bah, je sais, ouais. Tout le monde était là-bas au garde à vous pour assister aux démos en Dolby Atmos. Non, je sais, avec des morceaux d'Elton John et autres. Et c'était la bonne parole. Parce qu'en effet, je suis d'accord avec vous, parce qu'aucun artiste peut dire je n'ai pas envie de retrouver tous mes instruments placés dans l'espace. C'est-à-dire qu'on passait de la stéréo à quelque chose où on replaçait les instruments. Ouais. Donc, mais je comprends votre idée, mais je peux vous garantir qu'il y a des artistes qui étaient réticents, qui avaient du mal à se dire oui, est-ce que ça va pas dénaturer, est-ce que tous ces objets chez les gens, c'est bien joli dans un ouais, mais ils avaient peut-être du mal avant d'avoir écouté, non? Oui, c'est ça. Ouais, il fallait justement expérimenter. C'est là où Apple a poussé derrière. Ouais, peut-être. Pour l'expérimentation au niveau du casque. Mais bon, moi qui ai toujours été branché son. Voilà, donc. Parce qu'effectivement, cool. Peut-être que je sais pas moi, un artiste qui est habitué à faire ses concerts à guitare-voix, musique ultra simple comme ça, très intimiste, pourquoi pas? C'est-à-dire que le côté technique, il s'en fout un petit peu et c'est normal, il a raison. Mais moi, j'ai toujours été un peu connu pour ça quand même. J'attache beaucoup d'importance à la qualité du son. Le Grand Bleu, à l'origine, quand c'était sorti, c'est resté une référence de son pendant des années dans le monde entier. Même chose avec le 5e élément. Pendant 10 ans, dans tous les salons audio du monde, c'était le 5e élément qui était la référence de son de la décennie. Donc moi, j'ai toujours attaché de l'importance à ça. Donc j'ai voulu me faire installer mon studio. Avant ça, j'étais déjà en 7.1 quand même dans mon studio, donc parce que j'avais déjà livré des musiques pour des films mixés en Atmos. Mais dans ce cas, on pouvait livrer une musique mixée en 7.1, ça suffisait largement.
mais du coup, je suis passé en Atmos chez moi. Et pour répondre à la question, moi, je procède toujours de la même façon. J'ai un ingé son avec qui je bosse depuis des années, qui s'appelle Didier Lozaïc, qui est un... Oui, ça fait 45 ans qu'on se connaît. Et lui est spécialisé Atmos parce que lui, il travaille beaucoup dans le cinéma depuis une vingtaine d'années. Donc, il travaille avec l'Atmos depuis que ça existe. Donc, lui, il me fait un premier passage dans mon studio où il fait une première mouture. Parce que notamment, il y a certains trucs ultra techniques que moi, je ne maîtrise pas bien. Surtout la compression, c'est un truc que j'ai jamais bien maîtrisé. Or, c'est un truc super important dans un mix. Donc lui, il gère tout ça. Et quand lui estime avoir fait sa part, à ce moment-là, il s'en va. Et moi, je passe derrière et je fignole tout. Mais là, en l'occurrence, pour le Grand Bleu, j'ai quasi refait tout de A à Z. Quand vous dites refait, Eric, vous avez repris les pistes originelles, vous avez replacé dans le logiciel où on voit une sorte de pièce en 3D, vous avez replacé les éléments, les objets sonores, comment vous avez fait? Est-ce que vous devez replacer les objets sonores à un moment donné pour les positionner? Oui, on est parti des multipistes d'origine. Voilà. Okay. Oui, bien sûr. On est reparti. Ah oui, parce que c'est vrai que maintenant, les maisons de disques font beaucoup ça. Quand ils ressortent des trucs du catalogue en Atmos, en fait, c'est pas des vrais remix Atmos. Non, c'est qu'ils prennent un logiciel, ils replacent les éléments dans une sorte de chambre virtuelle sur le logiciel. Ça peut être fait aussi. Mais... Non, nous, on a refait un vrai mix en partant du multipiste. Et donc, mon ingé son a fait une première passe. Et après, je suis passé derrière. Et comme c'était le tout premier truc qu'on mixait en Atmos chez moi, et il y avait plusieurs raisons qui ont fait que je voulais vraiment que ça soit top. C'est-à-dire que, premièrement, parce que ça m'amusait, tout simplement, parce que je trouvais ça passionnant et que ça sonne, c'est sublime. Et deuxièmement, parce que je savais que le Grand Bleu, c'était une telle référence de son, de qualité sonore à l'époque, je voulais, tant qu'à faire, essayer que la version Atmos devienne aussi une référence en 2024. Donc je l'ai vraiment peaufiné, ce mix. Et quand j'ai commencé donc à retravailler dessus, vu que moi, ça me servait en même temps d'école Atmos, c'est-à-dire que c'était la première fois que moi-même, je m'attelais à faire un mix Atmos, et il a fallu que j'apprenne à m'en servir, parce qu'au départ, c'est pas simple quand même. Quand le truc principal, par exemple, le panoramique, pour ceux qui ont quelques connaissances techniques, panoramique en stéréo, il y a deux paramètres, c'est gauche-droite. Et donc, c'est ce qui permet de mettre un son complètement à gauche ou complètement à droite, ou ici, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En Atmos, il y a, je ne sais plus, je crois que c'est 11 paramètres par côté. Ouais, c'est ça, mais au final, vous avez 2 fois 64 objets possibles. Au maximum, c'est 128 objets possibles que vous pouvez placer avec ces paramètres. C'est gigantesque. Donc, du coup, la première fois, quand on commence à bosser là-dessus, c'est un peu... Quand on veut faire, par exemple, un mouvement dans le Grand Bleu, il y a des... Je sais pas moi, par exemple, des petites... ce que j'appelle des guirlandes, c'est-à-dire des petits sons de synthé qui font... Des petits gimmicks qui bougent. Des trucs comme ça qui passent. Là, évidemment, en Atmos, il fallait que je les fasse passer du fond de la salle au-dessus de vos têtes, etc. Et pour programmer ça au départ, surtout qu'au moment où je l'ai fait, parce que maintenant encore, il y a des petits plugs qui font qu'il y a des presets, ça facilite la tâche. Mais à l'époque, là, il y a 2 ans, c'était pas le cas. Et du coup, j'étais obligé de programmer des courbes. Enfin bref, ça prenait des heures. Le premier morceau, j'ai passé 3 semaines dessus, parce qu'il m'a servi d'école en même temps. Et en tout, j'ai passé 2 mois sur le mix Atmos du Grand Bleu. Personne ne fait ça, parce qu'on n'a pas le temps. Alors déjà,
Il faut avoir son studio perso pour pouvoir se permettre ça, parce que sinon ça coûte trop cher. Et puis il faut avoir que ça à faire. Hein. Donc, mais là j'avais envie, puis c'est tombé au bon moment où je pouvais. Et donc j'ai passé 2 mois sur ce mix. Eric, pour essayer de conclure là-dessus, cette partie technique, je ne vais pas vous embêter avec ça. Est-ce qu'au final, quand vous avez terminé au bout de 2 mois, vous avez travaillé comme ça le déplacement des objets dans l'espace 3D permis par le Dolby Atmos, est-ce que vous avez eu la sensation de redécouvrir votre œuvre malgré tout par rapport à la version stéréo que les gens connaissent, parce que les gens ont connu la version stéréo ou bien 5 points à l'intérieur du mixage, ils se disent ah bah ça y est, c'est une redécouverte. Non, parce que c'est pas une redécouverte pour moi, parce qu'en fait, au contraire, quand j'ai fini ce mix Atmos, je me suis dit voilà, c'était ça que j'avais en tête quand je l'ai composé. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça devait sonner. Parce que déjà à l'époque, quand j'avais fait ce mix stéréo, il y avait de l'espace. Et ça, c'est des choses que savent faire les bons ingénieurs du son. Parce que faire bouger un truc gauche-droite, ok, c'est facile. Mais avoir la sensation que vous entendez un truc loin derrière, ou juste devant vous, ou à mi-distance, etc., c'est assez mystérieux. Là, c'est du binaural. Dans ce cas, on travaille une notion de binaural. Non, mais en stéréo. En stéréo, le stéréo, tu mets le binaural dedans. C'est quand même assez complexe. C'est très complexe. Et donc, tout ça pour dire que lors du mix stéréo, on avait eu déjà cette volonté, enfin dans tous mes albums, il y a cette volonté d'espace quand même. Mais là, du coup, c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus précis. Ça permet vraiment de mettre les choses exactement où on veut. Donc, quand j'ai fait ce mix Atmos, moi, personnellement, je n'ai pas redécouvert la musique du Grand Bleu. Je l'ai enfin découverte comme elle était supposée être au départ. C'est le plus beau des compliments que vous pouvez faire au Dolby Atmos quand c'est bien fait. C'est le plus beau des compliments. Vous êtes maintenant... Moi, je suis archi fan de l'Atmos. Oui, ça c'est clair. J'ai aucun doute. Merci. Alors, pour revenir sur votre filmographie, discographie, dans le 5e élément, vous interprétez Little Light of Love. Il y a la fameuse diva dance avec Inva Moula, qui est la cantatrice qui l'interprète. Mais je crois que vous avez aussi intégré votre voix à vous dans le mix pour arriver au résultat final, cette espèce de performance un peu extraterrestre. Est-ce que les voix, c'est différent comme travail? Qu'est-ce qu'il y a de différent quand vous travaillez sur des voix par opposition à quand vous travaillez sur des musiques, des instrumentaux? Sur des voix chantées par quelqu'un d'autre ou par vous, puisque en l'occurrence... ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas vraiment répondre, en fait. C'est pas pareil. Une mélodie de voix, c'est pas une mélodie d'instrument. En général, on n'écrit pas la même chose, mais je sais pas, c'est naturel, quoi. Enfin, c'est instinctif. Je ne saurais pas trop répondre à cette question. Désolé. Et sur cette diva dance, justement, comment vous êtes arrivé à ce résultat final qui est assez stupéfiant? Il a fallu vous creuser la tête pour trouver quelque chose justement d'un peu extraterrestre. Oui, à cette époque-là, c'était rigolo parce que c'est l'idée. Je dois dire que c'est une idée de Luc. Hein. C'est lui qui voulait ça, puisque dans son scénario, cette cantatrice était une extraterrestre. Donc, il m'avait demandé d'écrire une musique d'extraterrestre, quoi. C'est-à-dire un truc qui ne soit pas chantable par un être humain, pour justifier sa nationalité extraterrestre. Et donc voilà, j'avais composé ce truc-là où il y avait des choses impossibles à chanter. Et quand Inva... Alors d'ailleurs, à l'époque, c'était effectivement une petite prouesse technologique, ce qu'on avait réussi à faire. Aujourd'hui, franchement, ce serait 100 fois plus simple. Vous avez mélangé plusieurs voix au mixage, c'est ça? Vous avez 2 ou 3 voix mélangées? Notamment, puis même les techniques de sampling et tout, à l'époque, existaient déjà, mais c'était pas encore aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Mais par contre, ce qui m'avait le plus terrassé là-dedans, c'est que Inva Moula, donc, à l'époque, était une jeune chanteuse soprano, une vraie, hein, qui n'avait jamais rien fait d'autre que du classique. Et elle nous avait été présentée par un monsieur qui s'appelait Michel Glotz, qui était ancien agent de Maria Callas et de Karajan. Donc, grosse pointure du milieu du classique. Et Inva, c'était sa nouvelle recrue, c'était la jeune chanteuse qui monte, quoi, à l'époque.
Et donc, tout ça pour dire qu'elle était extrêmement talentueuse, mais à ses débuts. Elle en était encore à ses débuts. Et le jour où elle arrive dans mon studio, pour la première fois, elle vient donc avec Michel Glotz. Et moi, j'étais très impressionné parce que, encore une fois, étant autodidacte, j'avais jamais travaillé avec des classiques, et enfin surtout des chanteuses lyriques. Et vu le pédigré de Michel Glotz, j'étais vraiment impressionné. Le gars est agent de la Calas. Et du coup, moi, je me sentais un peu comme... Enfin, j'avais un espèce de sentiment d'illégitimité, un petit peu. Et donc, j'étais un peu terrorisé. Puis surtout, avec ce qu'on allait leur demander de faire. Et donc, Inva arrive dans le studio et elle voit la partition qui était posée à l'entrée du studio, comme ça. Et tout de suite, avant même, je me souviens, avant même d'enlever sa veste, son manteau, parce que c'était l'hiver, elle prend la partition comme ça, puis elle commence à fredonner. Et parce que ces gens-là, évidemment, ils lisent une partition comme moi, je lis Astérix. Et alors je lui dis tout de suite, attention, alors bon, il y a des choses qui sont impossibles, hein, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire, je la briefe avant parce que je me disais, sinon elle va sursauter. Donc elle me dit, ok, et puis elle fredonne comme ça. Mais vraiment, elle fredonnait, quoi. Et rien que ça, je me souviens que mais j'avais la chair de poule tellement c'était beau. Moi qui n'avais connu jusque-là que des chanteuses de variété, quoi, même celles qui chantent bien, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, une vraie chanteuse lyrique, c'est impressionnant, quoi. Le niveau technique, le niveau de qualité, de pureté du son, etc. Enfin bref. Donc rien qu'en fredonnant, elle m'avait donné la chair de poule. Et bref, on passe à l'enregistrement. Et là, je lui explique, je lui dis, donc l'idée, c'est que vous chantez tout ce que vous pouvez. Et les moments où c'est impossible, vous inquiétez pas, j'ai mon idée en tête. On va faire des choses. Donc, et moi, je pensais qu'il y avait, je sais pas, sur la partition, je pensais qu'il y avait 60% de chantable et 40% impossible. Donc déjà, première prise, elle a chanté 80%. Donc déjà, j'étais très impressionné parce qu'il y avait des trucs que je pensais impossibles et qu'elle arrivait à faire. Et ensuite, on a samplé sa voix, c'est-à-dire que je lui ai demandé de me faire des notes isolées pour pouvoir la sampler. Et le fameux truc où j'ai mélangé ma voix, c'était un glissando qui part de très bas, et qui monte le plus haut possible. Et ça, je lui avais dit, vous partez de votre plus bas jusqu'à votre plus haut, vous faites un glissando, et ensuite, moi, je ferai la partie plus basse. C'est ce qu'on a fait. Et donc, bref, ensuite, enregistrement terminé, ils s'en vont, et moi, je fais ma petite cuisine les jours qui suivent, avec mes ordis, mes machins, je sample sa voix, je fais les fameuses phrases impossibles à chanter, etc. Je mets ma voix, je fais un petit morphing avec la sienne. Et après, je voulais qu'ils valident, quoi, parce que je voulais pas que je voulais être sûr d'avoir leur validation, leur approbation. Donc, je leur demande de revenir quelques jours plus tard pour écouter le résultat. Et un peu comme avec ceux du James Bond, là, je les assieds devant la console, je leur montre la scène, je leur envoie la musique, et moi, j'étais assis derrière, et j'étais terrorisé parce que je savais pas du tout quelle allait être leur réaction. Et je me disais, mais si ça se trouve, ils vont crier au scandale, quoi, parce que c'était des classiques, hein. Les classiques, parfois, ils sont très, très puristes et très sectaires. Donc j'étais vraiment terrorisé, quoi. Et à la fin du morceau, ils se retournent comme ça. Inva se retourne et elle dit, on peut réécouter. Donc je leur remets le truc et ils réécoutent comme ça. Et à la fin, ils se tournent tous les deux. Ils avaient le rire jusque-là. Ils étaient hallucinés. C'est-à-dire que Glotz, lui, il était ravi. Il trouvait ça génial. Et elle c'était drôle parce qu'elle trouvait ça génial de s'entendre chanter des trucs impossibles, quoi. Elle me dit, mais comment vous avez fait, Eric? Comment vous avez fait ça? Mais elle était émerveillée et ils étaient super contents, donc moi j'étais ravi aussi. Enfin bref, voilà. Donc voilà la petite histoire de cette chanson.
Alors, très anecdotique, mais j'étais venu vous interviewer, c'était en 97, je crois, pour Faxo, dans votre studio Explorer, que vous avez monté dans les années 90. Et on est en train de s'installer, et le téléphone sonne, et je vous vois décrocher le Star Trek Enterprise, le téléphone en forme de Star Trek. Est-ce que quand on a la chance d'avoir ce succès public, commercial comme le vôtre, est-ce que c'est aussi une façon, finalement, de réaliser ses rêves de gosse? Parce que je me disais, ça sent quand même l'ado qui a trippé sur Star Trek et qui s'est dit, tiens, je vais y aller à fond. Ah bah oui, moi oui, à l'époque j'étais fan de Star Trek et toute la déco de mon studio était inspirée de ça, était inspirée de Star Trek. Et du coup, le petit téléphone là, oui, ça faisait partie de la déco, quoi. Et oui, évidemment. Mais vous savez, dans ce métier, quoi, on est tous plus ou moins des gosses, hein, et on est tous restés des gosses. Moi, je me sens, quand je fais de la musique ou quand je suis dans mon studio, ouais, mon studio, c'est mon vaisseau spatial, quoi. Donc, je suis un ado, ouais. J'ai toujours 17 ans quand je suis dans mon studio. Et puis, avec mes musiciens, c'est pareil. Dès qu'on joue ensemble, on est des gosses. D'ailleurs, dans le groupe, on a un groupe, on ne peut plus... éclectique, enfin c'est pas ça le mot exact d'ailleurs en l'occurrence, mais de toute génération dans ce groupe, ça va de le plus jeune je crois à 22 ans et le plus vieux en a 75. Et or quand on joue ensemble, mais aucun d'entre nous ne pense à ça, c'est-à-dire qu'on est, on est exactement comme quand on était ado répété dans le garage. Justement, parce que vous aviez 15 ans quand vous avez fait votre premier groupe, vous avez joué avec Jacques Higelin après. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu la tentation d'être un peu une rockstar? Parce que c'est vrai, quand on joue de la guitare ou de la basse sur scène, il y a quand même ce rêve d'être Mick Jagger ou Keith Richards ou n'importe qui d'autre. Ça vous a effleuré, ça, à un moment? Oui, bien sûr, mais en même temps, moi j'ai toujours été... je pense que je ne suis pas assez exhibitionniste pour ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par les gens que vous citez, par exemple, ou plus tard par des gens comme Prince. J'ai toujours été fasciné, et évidemment que ça m'a fait envie. Mais c'est pas moi, quoi. Je suis pas comme ça. Je pense que pour être des gens comme eux, en plus de l'énorme talent qu'ils ont, il faut avoir un côté exhibitionniste, quoi. Et or, ça, j'ai pas ça du tout, moi. Donc ça a freiné ces élans-là. et puis, parallèlement à ça, par contre, il n'y a jamais eu cette frustration, parce que par contre, j'étais ravi, moi, d'être musicien. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'au début de ma carrière, mon tout premier instrument, c'était la guitare. Et au début, j'étais guitariste plutôt soliste. Donc, j'étais toujours un peu devant, quoi. Et en fait, vers l'âge de 18 ans, donc j'étais déjà musicien professionnel, c'est-à-dire les tout premiers jobs que j'ai eus en tant que musicien, c'était en tant que guitariste. Et en fait, à cette période, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de changer, et c'est là que je suis passé à la basse, petit à petit, progressivement, et puis petit à petit, c'est devenu mon instrument favori et principal. Or, la basse, c'est l'instrument le plus ingrat et le plus, justement, dans l'ombre. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été attiré par ça soudain. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment l'inverse de rockstar, quoi. Et donc voilà. Bref, j'ai jamais eu vraiment cette frustration. En même temps, par exemple, quand j'ai fait ma grosse tournée de ciné-concert là, il y a 2-3 ans, alors mine de rien, alors la rockstar c'était le film, mais bon. Numéro 2, c'était moi. Et c'est vrai que ça procure des sensations incroyables. Quand je me retrouvais tous les soirs devant 4 ou 5 000 personnes, et puis j'étais au milieu, devant, hein, ça fait un effet de dingue. C'est ce qui va se passer aussi d'ailleurs pour la tournée 2025. L'année prochaine, pour cette tournée. Ce sera même encore
pire, puisque là, il y aura pas, ce ne sera pas un ciné-concert. Mais oui, encore une fois, je ne suis pas suffisamment exhibitionniste pour avoir pu faire vraiment un truc rockstar. Hein. Mais vous allez le devenir donc en 2025, puisque là, ça sera en plus le best-of, donc il y aura tout. Il va falloir que j'apprenne à danser. Des chorégraphies synchronisées, des trucs comme ça. J'ai une petite question, Eric. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont ici qui vont écouter votre œuvre en Dolby Atmos dans une grande salle. D'abord, ma question, c'est est-ce que vous avez, vous, entre guillemets, testé la salle, vous l'avez validée avant, est-ce que vous avez déjà fait écouter votre œuvre en Dolby Atmos au public, ou c'est la première fois ce soir que ça va se produire ici pour le Paris Audio Vidéo Show? Oui, non, en public, c'est la première fois. Il y a juste quelques personnes qui l'ont écouté chez moi, au studio, chez moi. Mais le public, c'est la première fois aujourd'hui. Et oui, on a testé la salle. Un de mes collaborateurs, justement, ultra spécialisé Atmos, qui s'appelle David Terzian, alias Gates. Je ne sais pas s'il doit être dans les parages, d'ailleurs, je pense. Lui est allé tester la salle et j'ai 100% confiance en lui. Et il m'a dit que c'était top, que ça sonnait extrêmement bien. Donc j'ai 100% confiance. Alors c'est vrai que c'est complet en plus, hein. Je veux dire, c'était la totale. L'engouement est réel. C'est ça qui me fait plaisir en même temps, c'est parce que là vous dites tout à l'heure, et vous avez raison, vous n'avez pas redécouvert votre œuvre, vous l'avez eu à sa juste valeur, si je puis dire. Là, vous l'avez dit, maintenant le public va avoir ce que j'ai vraiment créé. Est-ce que justement, vous disiez tout à l'heure, peut-être sur un ton où vous rigoliez un petit peu en disant, oui, tous ces artistes qui veulent pas, est-ce que vous n'êtes pas le meilleur exemple qu'il faut le faire justement, du moment que c'est bien fait, qu'on peut sublimer l'œuvre originelle, maintenant en l'offrant au public d'une façon simple, puisque le Dolby Atmos, il est grand public, Dolby Atmos. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que moi, j'avais rarement entendu un artiste avoir un tel discours. J'ai plutôt entendu, quand j'ai discuté avec des artistes, une réticence, parce que ce n'était pas eux qui mixaient déjà, donc ils donnaient à faire. Vous avez maîtrisé votre mix de A à Z, ça vous donne une autre vision du résultat final, je pense, quelque part. Oui, mais alors, les artistes qui vous disent que c'est pas eux qui mixent, ça veut donc dire... L'Atmos. Oui, mais ça veut donc dire que c'est pas eux qui mixent la version stéréo non plus. Donc c'est de toute façon un ingé son qui doit mixer pour eux, parce que... C'était les discours que j'ai entendus, c'est pour ça que je suis heureux que vous soyez là. Et deuxièmement, non, je comprends que certains artistes soient réticents parce que, donc je me contredis un peu, mais parce que toutes les musiques ne s'y prêtent pas forcément en fait à l'Atmos, et notamment quand ils ont fait leur campagne de propagande, là, ils avaient tout un catalogue de chansons et de musique déjà mixées en Atmos, donc pour faire écouter, pour faire la démo. Et moi, j'ai écouté pas mal de morceaux de leur démo. Il y en a certains, c'est sublime et ça s'y prêtait parfaitement. Alors, soit dans des trucs pop comme... Elton John, Rocketman. Eh ben non, moi je suis pas d'accord du tout. On va pas être d'accord, et c'est ça qui est bien, il y a un débat. Je trouvais que l'arrivée des chœurs derrière était très bien mixée. Mais voilà. Moi, alors justement, le Elton John, personnellement, je trouvais ça ridicule parce que c'est hors sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est hors sujet. C'était pas le pire. Hein. Ah, vous voyez, Eric, vous êtes sympa avec moi. C'est juste pour être sympa, parce que franchement, voilà. Franchement, moi, je préfère la version stéréo. Ah, je préfère. Il y a encore pire. Il y avait, je sais plus qui, mais des. C'était moi, Taylor Swift. Des trucs de la Motown. Genre, il n'y avait pas un truc d'Aretha Franklin ou un truc comme ça. J'ai pas écouté la Motown. Enfin, 2-3 trucs de la Motown. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et du coup, c'était beaucoup moins bien que les versions originales. Parce que ça n'a pas de sens. C'est un groupe en train de jouer. Il n'y a aucun synthé. C'est vraiment basse, batterie, guitare, piano et voix. Je vois pas... Enfin, ça n'a pas de sens de faire ça en Atmos. En revanche, d'autres trucs beaucoup plus... le groupe R, moins live. Pink Floyd. Quoi. Alors, j'ai pas entendu de démo de ça. Le R est très bien, 10 000 Hertz Legend. R probablement, Pink Floyd aussi. Ouais. Moi, j'ai écouté le Imagine Dragons, c'était magnifique aussi. Voilà. Billie Eilish, sublime. Mais déjà, c'est super bien enregistré. Les trucs classiques, alors là, c'est magnifique. Il y avait des trucs dirigés par machin, là,
Gustavo Dudamel. C'est wow, la beauté c'est en plus des trucs de malheur. C'est magnifique. On a l'impression d'être au centre de l'orchestre. Mais franchement, non, moi, il y a des trucs, j'ai trouvé ça ridicule. C'est-à-dire, perso, si je travaillais chez Dolby Atmos, j'aurais pas mis ça dans la liste parce que pour moi, il se tire une balle dans le pied. Il y avait des exercices techniques à la base plutôt qu'artistiques. C'est qu'ils voulaient montrer. Moi, je ne sais pas pour les défendre ou pas les défendre. Je sais ce qu'ils ont fait à un moment donné. C'est qu'ils voulaient des effets à tout prix. C'est-à-dire, tiens, voilà, là, on va les détecter. Donc, la fois, ils ont poussé le bouton trop loin, tout simplement. C'est ce que vous avez ressenti. Oui, mais il y a des musiques où ça. C'est simple. Sur 150 morceaux que j'ai écoutés vraiment à fond, j'en ai peut-être eu 10 de réussis. Ah oui. Ah oui, moi, j'en ai pas écouté 150. Hein. Non, mais j'écoute pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va avec ces mixages. Je pense que j'ai hâte d'écouter votre travail. Elton John, c'était nul, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh, putain. Alors, pour revenir à votre œuvre rapidement, parce qu'on va bientôt devoir se quitter, It's Only Mystery, donc dans Subway, qui a été repris en 2016 pour les Césars par Christine and the Queens et qu'on entendra dans les concerts de 2025, puisque a priori c'est au programme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette chanson, qui est un petit peu une chanson culte, parce que je crois que ça a été quand même un sacré truc. À l'époque, c'était... cette chanson-là ouais. Oui, alors cette chanson-là, donc c'était Luc qui m'avait commandé cette chanson pour la musique de Subway. Et à l'époque, je fréquentais les gens du groupe Téléphone, on était très très proches. Et donc j'avais demandé à Corinne, la bassiste, Corinne Mariano, d'écrire les paroles. Parce que moi, à l'époque, j'écrivais pas du tout de paroles. Donc moi, j'avais écrit la musique et j'avais demandé à Corinne d'écrire les paroles, ce qu'elle a fait. Et ensuite, quand on est arrivé en studio pour enregistrer, Corinne a fait venir Louis Bertignac pour faire un peu la réalisation de ce morceau-là, pour amener ses idées et puis jouer les guitares, etc. Et en fait, Louis, avec sa réalisation, a vraiment amené un gros plus à la chanson. Et du coup, à l'arrivée, façon groupe de rock à l'ancienne, on a décidé de tout co-signer. Donc on a signé paroles et musique, tous les trois. Comme ça, voilà, on est à part égale sur cette chanson. Mais donc la réalité, ce qui s'est passé, c'est ça, ouais, c'est qu'on a fait ça tous les trois. C'est un des rares moments d'ailleurs où on vous voit à l'image parce que vous êtes dans le groupe. Enrico, je crois, c'était le nom du personnage. Rico. Non, Rico ou Enrico. Ouais. Enrico ou Rico, ouais. Ouais, je ne sais plus. Ça vous a jamais tenté d'être un petit peu plus présent à l'image? Alors si, enfin pas à l'époque, mais depuis si. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que suite à la sortie de Subway, au bout de quelques semaines où le film a été un gros succès, je reçois un coup de fil, une convocation d'une dame qui s'appelle Marjorie Israël, qui était à l'époque, c'était l'agent de Christophe Lambert et d'Isabelle Adjani et d'autres acteurs et actrices. En gros, c'était l'agent numéro 1 de l'époque. Et elle me convoque dans son bureau, donc moi j'étais très impressionné, puis moi j'étais gosse, quoi. Et elle me dit, bon, je me demandais vraiment pourquoi elle me faisait venir. Et elle me dit, bon Eric, j'ai des demandes pour toi en tant qu'acteur. Est-ce que tu veux bien que je te représente ? Et comme un idiot, j'ai dit non, parce que je me sentais pas capable de faire ça. Et à l'époque, j'étais encore jeune et naïf, et je pensais que acteur, c'était comme la musique, c'est-à-dire, je disais, mais attends, on peut pas s'improviser acteur, comme on peut pas s'improviser musicien. Si on sait pas jouer, on sait pas jouer. Et moi, je pensais que c'était pareil pour la comédie. Je me suis rendu compte depuis que non, pas forcément. C'est-à-dire, ça peut être assez naturel, effectivement. Mais à l'époque, je ne savais pas. Et du coup, je lui avais dit, mais non, mais je me sentirais incapable d'arriver sur un tournage avec un réalisateur que je ne connais pas. Là, j'ai fait ça parce que Luc me l'a demandé et puis que je me suis laissé faire. Mais jamais j'oserais. J'étais trop timide, quoi. Donc, à l'époque, j'ai dit non, et puis franchement, sans me poser plus de questions que ça. Mais je dois dire que des années plus tard,
aujourd'hui, par exemple, j'adorerais faire les deux. Quand je vois quelqu'un comme Patrick Bruel, par exemple, je me dis, qu'est-ce que ça doit être génial quand même. Le mec, il fait un album, ensuite il fait une tournée, et puis ensuite, pendant 6 mois, il tourne un film. Alors, ça n'a aucun rapport, parce que le monde du cinéma et le monde de la musique sont très différents l'un de l'autre. C'est pas du tout les mêmes gens, pas du tout la même ambiance. Et j'adorerais pouvoir faire ça, de passer d'un monde à l'autre, voilà, parce que ça doit donner, quand on a fini un tournage de film pendant quelques mois, revenir à la musique, ça doit être encore plus génial que d'y être en permanence. Eh ben, merci beaucoup Eric. En tout cas, sur scène, ça sera ici à 18h et en 2025, en novembre. Merci Eric, vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci. Merci, Elton John. Merci, monsieur Rocketman. Voilà, c'est la fin de cette session exceptionnelle. Merci, on va prendre beaucoup. un petit break maintenant. Merci d'avoir été là. On fait un petit break. On va repartir sur autre chose. Merci encore, messieurs. Eric, c'était un plaisir. Quel régal. Quel régal. Allez, break.